Aujourd'hui, on vit quand même une réelle révolution technologique. Oui, Et en fait, elle ne peut pas se faire sans les femmes, cette non. révolution. Souvent, quand on va parler de diversité en inclusion en entreprise, il y a certaines personnes qui vont être un peu allergiques à ce mot-là et qui vont dire oui, mais c'est pas un sujet d'entreprise. En fait, c'est qui on est, c'est nos identités, c'est nos vies. On n'arrive pas en entreprise comme des robots Oui. entièrement voilà, Lycée, quoi. lissés, sans aucune différence. C'est pas vrai en fait. Effectivement, on propose des modules diversité et inclusion obligatoires pour chaque personne qui arrive. Donc ça va être à l'international. Bienvenue sur Yeso et IT Women Network. Ici, on donne la parole aux femmes de la tech, on rend visible les rôles modèles et on parle sans détour de mixité, de leadership et de pouvoir. Chaque semaine, je partage des parcours, des chiffres et des prises de position pour inspirer, comprendre et surtout accélérer la mixité dans la tech. Hello Pauline. Salut Olimatou. Tu vas bien? Écoute, très bien, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, il fait beau déjà, C'est ça. Ça nous donne le sourire. Hello la joyeuse bande Yeso, aujourd'hui je vais échanger avec Pauline. Donc Pauline, présente-toi, parle-moi de toi. Ouais. Alors, actuellement, je suis responsable diversité et inclusion chez Cegid, qui est un éditeur de logiciels dont le siège est à Lyon. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, on est dans nos locaux lyonnais. Et ça fait un petit peu plus d'un an que je suis ici. Donc je travaille au sein du département ressources humaines. Et finalement, qu'est-ce qui m'a conduit ici? C'est toujours cette curiosité et cette soif de justice, en fait, de lutter contre les inégalités. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Ouais. En fait, quand j'étais en fin de lycée, en terminale, j'ai choisi de m'orienter vers les études de sciences politiques et relations internationales. Donc, j'ai été admise à Sciences Po Lyon. C'était super chouette. Ça m'a permis effectivement de comprendre pas mal de choses sur la géopolitique, sur les inégalités, sur la politique, la société en général. Ouais. Et j'ai été très vite intéressée par tout ce qui était art, économie, industrie créative et culturelle. Okay. Et finalement, je me suis orientée vers l'industrie du parfum. Donc en tout Oui, premier, c'est ça. Rien à voir avec les logiciels et la diversité et inclusion. Ouais. Donc j'ai adoré. J'ai fait ça pendant un peu moins de 3 ans. C'était super intéressant. Mais au bout d'un moment, j'ai quand même senti que j'étais pas totalement à ma place. D'accord. Voilà. Et c'est là que j'ai switché, je me suis reconvertie après une toute petite carrière dans le parfum. Je suis devenue chargée de projet, puis chef de projet en diversité et inclusion. Donc d'abord dans l'associatif et puis ensuite chez Cegid. Voilà. D'accord. Eh bien, ouais, parce que dans la vraie vie, on se connaît. Oui. Je connais ton engagement pour la diversité et l'inclusion, d'où je suis là pour échanger de tout ça. Soutenir les actions de Yeso, c'est aussi liker et s'abonner sur cette chaîne dès maintenant. Pour toi, est-ce que, comment tu vois sur le terrain, je vais dire au-delà de Cegid, la diversité et l'inclusion, pour toi, ça évolue? Pour toi, on est... Parle-moi un peu de ton ressenti. Je pense qu'il y a un vrai tournant depuis quelques années. Les diversités sont beaucoup plus représentées, beaucoup plus visibles dans les médias, dans les entreprises, à l'école aussi. Néanmoins, ça reste quand même, on va dire, une visibilité qui ne se traduit pas forcément en réalité. En action, effectivement. J'ai aussi l'impression, quand je discute avec des jeunes, qu'il y a une connaissance quand même assez approfondie de leur part sur les sujets D&I. À l'époque, moi, c'est vrai que quand j'étais étudiante, c'était il y a quelques années, je ne connaissais pas bien tous ces sujets. Et finalement, je me rends compte qu'il y a vraiment une sensibilité accrue chez les jeunes. Et en même temps, on voit bien autour de nous, en Europe, dans le monde, qu'il y a aussi un repli sur soi, sur son identité. C'est ça. De différence, enfin, de complexité pour les différences. C'est ça. Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment, on va dire,
on va dire, deux pensées un peu politiques et sociales qui s'affrontent. Ça va être effectivement un mouvement en faveur de plus d'égalité, plus de droits humains, plus de diversité partout. Et en même temps, voilà, un contre-mouvement qui va être de plus en plus conservateur, qui va refuser aussi des droits, voire en supprimer dans certains pays. Et donc moi, je trouve ça quand même assez inquiétant, pour être honnête. Même si je suis quand même de nature optimiste, je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui se passe. Voilà. Eh bien, je te raison. Tu n'es pas la seule inquiète sur ça, d'où d'ailleurs la création de Yesso aussi, même s'il y en a vraiment beaucoup d'associations et beaucoup de personnes engagées. Ça, c'est tant mieux, de personnes engagées comme toi, au-delà de l'entreprise d'ailleurs. Parle-moi de Cégide. Comment ça se formalise, ce Cégide, la diversité et inclusion? Tu es dans une direction qui gère ça. Comment ça se passe, ce Cégide? Alors déjà, première chose, il faut savoir que Cégide, c'est vraiment un engagement de longue date. On a une direction qui est engagée sur ces sujets depuis plusieurs années. Typiquement, en 2025, ce sera l'anniversaire des 15 ans de la mission handicap. Donc à l'époque, voilà, dans les années 2010, c'était peu commun finalement pour une entreprise d'avoir déjà des initiatives assez poussées sur le sujet du handicap. On a également un premier accord égalité femmes-hommes sur l'égalité donc professionnelle qui a été signé en 2007. Donc on voit quand même que c'est un engagement historique de l'entreprise et c'est quand même assez, je trouve, particulier et singulier. Puisque aujourd'hui, Cégide, effectivement, c'est un groupe multinational qui croît de plus en plus, qui grandit. Mais à l'époque, voilà, c'était une entreprise quand même qui était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Et le fait d'être quand même précurseur sur ces sujets-là et d'être aussi avancé, je trouve que c'est quand même très, très positif. Et aussi d'avoir une personne à temps plein sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, on est même deux, voire un petit peu plus, puisque là, on va recruter une personne en stage. Je trouve ça quand même assez remarquable, je dois dire. Je sens que ce que tu n'as pas dit aussi, il y a la Fondation Cégide. J'ai interviewé Anne-Flore et on a parlé des associations que vous accompagnez, comme Sport dans la ville, comme Yesso aussi, notre association, sur des angles d'éducation et puis d'entrepreneurial et tout ça. Quelles sont les actions que tu mènes chez Cégide ou que tu as trouvées, en tout cas, chez Cégide? Est-ce que tu peux me parler de ce que vous faites en interne pour la diversité et la mixité? Oui, très bien. Eh bien, en fait, moi, je dirais que on va dire le cœur du sujet, en tout cas pour l'égalité femmes-hommes, ça va être la création du réseau. Donc, c'est un réseau de mixité justement et d'égalité entre les femmes et les hommes de Cégide. Donc, il s'appelle le Cégide Gender Equality Network. C'est un réseau qui est international et qui a aussi la particularité d'être mixte. Dans certaines organisations, finalement, on va réfléchir en non-mixité. Et là, on a vraiment choisi d'inclure tout le monde. Donc, toutes les équipes sont les bienvenues. Et ce réseau, il va permettre d'agir sur plusieurs piliers en fait, de l'égalité, mais d'agir concrètement. Parce que parfois, c'est ce qui manque. Il y a les paroles, il y a les beaux discours, il y a les engagements, exactement. Et des fois, il n'y a pas les actions concrètes en face. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et il se trouve que nous, on a quand même la chance d'avoir des collègues engagés, des leaders aussi engagés sur ce sujet-là. Et typiquement, on va traiter d'égalité de rémunération. Donc, on va se dire, OK, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses concrètement sur ce sujet-là chez Cégide? Ça va aussi être sur la place des femmes dans le management ou dans la direction de Cégide. Ça va être aussi comment faire en sorte que nos collaboratrices et nos collaborateurs concilient au mieux leurs activités perso et leur job chez Cégide. On va aussi parler forcément de sexisme. Donc voilà, c'est tout on va dire un éventail en fait, de thématiques qui vont être adressées, soit en fait, par exemple des événements, des conférences, des actions de sensibilisation très concrètes. Par exemple, on organise la Cégide Gender Equality Week depuis un an, où l'année dernière, on a eu plus de 1000 participations. Donc ça, c'était quand même une belle fierté.
On va ensuite mettre en place des programmes avec la direction des ressources humaines. Pour exemple, on a lancé l'année dernière le programme Step Up. Donc, c'est un programme pilote sur l'accompagnement des femmes, vers les postes de management sur 8 mois. Et en fait, elles vont bénéficier de workshops avec des coachs professionnels. Elles vont également bénéficier de mentorat. Donc, elles vont être accompagnées par des personnes qui occupent des fonctions à forte responsabilité chez Cégide, des personnes en fait qu'elles n'auraient pas forcément eu l'occasion de rencontrer. Et ces femmes-là, donc elles sont 20, donc c'est peu finalement. Après, ça permet vraiment d'assurer on va dire un suivi très fin de leur carrière. Oui. Et c'est des femmes qui occupent tout type de métiers, donc ça va être des métiers tech ou pas, d'autres métiers. Elles vont être basées en France, au Portugal, en Argentine, en Grande-Bretagne, au Canada, donc c'est très, très large. Général, en fait. Exactement. On veut une belle représentativité de nos différents métiers, de nos différents pays aussi sur ce programme-là. Comment ça fonctionne, ce groupe d'une vingtaine de femmes accompagnées? Ce chiffre, j'imagine qu'il est choisi parce que tu disais vous voulez aller faire de façon fin, accompagner réellement les personnes. Ce groupe, c'est une promo de 20. Est-ce que ces 20-là, quand ça se termine, il y a 20 autres qui rentrent? Comment ça fonctionne en fait? Et comment, s'il y a 20 autres qui arrivent, c'est quoi le critère de sélection? Alors, déjà, donc en 2024, c'était la première promo. Donc, l'idée, c'était d'avoir vraiment un programme pilote avec du feedback régulier en fait, de toutes les parties prenantes pour ensuite justement bien mesurer l'impact du programme et ensuite proposer ou non un second temps, une seconde promo. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a vu que ça avait quand même un impact. Il y a effectivement des choses qui sont perfectibles, mais là, du coup, on va effectivement lancer une nouvelle promo d'une vingtaine de femmes aussi. Et les critères de sélection, ça va être déjà un niveau d'anglais suffisant, puisque c'est une promo internationale avec des ateliers en anglais. Donc ça, c'est un critère qui est important. Ça va être aussi des critères d'engagement et de performance sur son poste, parce que c'est quand même important qu'on ait des femmes qui se sentent bien dans leur activité et qui souhaitent aussi évoluer chez nous. Et on va aussi effectivement sélectionner des femmes qui, pour la plupart, sont accompagnées déjà et sont en fait dans notre pool de talents féminins. En fait, on a le réseau, en fait. Pas le réseau, mais en fait, on a, comme beaucoup d'entreprises, on va dire un certain nombre de personnes qu'on identifie comme à potentiel ou qu'on identifie en fait comme talent. Donc, ça veut dire des personnes qui vont faire le futur de Cégide, qu'on estime avoir un impact sur l'organisation à la fois dans leur job et aussi d'une façon plus large. Et donc ces personnes, elles vont bénéficier d'un accompagnement et effectivement, pour les femmes qui ne sont pas encore managers et qui ont un potentiel, Step Up peut être un vrai levier finalement. D'accord. Et donc, du coup, cet accompagnement, j'imagine, il est dans le temps du travail des collaborateurs. Et comment, les collaborateurs choisissent eux-mêmes leurs mentors ou bien c'est vous qui attribuez des mentors selon le futur que la femme veut? Comment ça marche en fait? Alors, c'est nous qui attribuons les mentors. En fait, en général, on sélectionne, on apparie en fait les mentors et les mentorés en fonction effectivement des aspirations de la personne, de la collaboratrice, en fonction aussi de la langue parlée, puisque c'est vrai que parfois, c'est quand on réside typiquement en Amérique latine, qu'on parle espagnol, c'est peut-être plus intéressant d'échanger avec un mentor ou une mentor qui comprend peut-être mieux notre culture, qui est plus, on va dire, habitué à la vie professionnelle en Amérique latine, par exemple,
qu'en France. Donc voilà, ça va être en fonction effectivement du projet pro de la collaboratrice, de ses besoins et de la langue et on va dire de la culture aussi des deux personnes finalement. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'égalité salariale, parce que ça, c'est aussi un des soucis dans l'inégalité homme-femme. Comment ça se mesure à Cégide? Enfin, c'est quoi les piliers? Comment ça se traduit en fait? Pour l'égalité Pour l'égalité salariale, est-ce que vous avez mis en place des fourchettes? Comment ça se traduit pour que vous vous assurez qu'il y a quand même cette l'égalité salariale qui est appliquée? Alors, déjà, c'est on va dire, c'est un principe fondamental. Il faut savoir, c'est un peu le nerf de la guerre finalement. Parfois, on n'aime pas parler d'argent, mais voilà, il faut savoir que c'est quand même quelque chose de très important, surtout voilà, sur l'égalité. Alors, chez Cégide, déjà, on est très attentif à ce sujet-là. En fait, c'est vraiment les HRBP, donc c'est en fait finalement des responsables RH qui vont analyser très finement leur périmètre sur l'égalité de rémunération et qui vont, s'il y a on va dire des incompréhensions ou des écarts inexpliqués, corriger ensuite les niveaux de rémunération dans les équipes. Parfois, ça peut arriver que dans une entreprise, il y a des écarts. Pourquoi? Parce que déjà, les femmes et les hommes, aujourd'hui encore, ne sont pas toujours représentés de la même manière sur l'ensemble des métiers. Typiquement, aujourd'hui, les métiers qui rémunèrent le mieux vont être les métiers du commerce, donc les sales, et aussi les métiers techniques. Et c'est vrai que, typiquement, on a moins de femmes sur ces métiers-là. Donc, voilà. Donc forcément, on aura quelquefois des écarts parce que c'est le marché de l'emploi aussi qui veut ça. Il y a aussi effectivement le niveau d'expérience, les compétences. Mais l'idée, en tout cas, quand on recrute une personne, c'est vraiment, et ensuite quand on va procéder aux augmentations de salaire, c'est vraiment à compétence égale, à profil égal, à rémunération égale, en fait. Ça va être ça l'objectif. Il y a une sorte de fourchette quand même, c'est selon le nombre d'années d'expérience, le profil et tout ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça c'est aussi un process et un principe qu'a porté notre réseau Cégide Gender Equality Network, c'est que on va aujourd'hui sur chaque offre d'emploi indiquer la fourchette de rémunération. D'accord. Puisqu'on se rend compte que parfois les femmes ou alors les personnes issues des diversités auront tendance à demander un peu moins que d'autres personnes, que les hommes typiquement. Oui, les hommes typiquement. Ouais, et ça me parle bien ces thématiques-là. Très souvent, souvent les femmes. Comme tu disais, la diversité, on demande souvent moins. C'est dommage. Si tu avais, que du coup, depuis un moment, tu navigues dans tout ce qui est diversité, association, engagement et tout ça, si tu avais un conseil à donner pour améliorer les choses, ça serait quoi en fait? Alors pour moi, il y a quelque chose qui m'inspire beaucoup. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire là, c'est les partenariats. Je trouve que c'est essentiel en fait, parce que on va dire le gouvernement, parfois il y a des changements d'orientation politique. Parfois, on est dans des contextes d'austérité budgétaire. L'État, finalement, parfois, ne finance plus ou finance moins ou alors accompagne moins certaines populations qui en auraient besoin. Et du coup, je pense que c'est super important que les associations et les entreprises s'engagent ensemble, en fait. Pour moi, c'est un peu la clé. Parce que, typiquement, je suis aussi, donc, à côté de Cégide, engagée dans une association d'éducation populaire. Donc, l'idée, ça va être d'accompagner des jeunes issus, pour la plupart, de milieux modestes qui n'ont pas de réseau. Et en fait, le principe même d'accéder au réseau de professionnels qui travaillent en entreprise, ça va être une richesse incroyable pour elles et eux. Donc, en fait,
pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et pareil, dans cette équation-là, on peut aussi inclure les pouvoirs publics. Typiquement, France Travail, on va travailler avec eux, on va par exemple organiser des forums de l'emploi, on va faire du recrutement plus large, plus inclusif. On va aussi aller typiquement dans les écoles. Je sais que toi, c'est aussi un de tes combats. Donc ça va être aussi aller au plus près des besoins, donc aller directement à l'école, au collège et au lycée, des partenariats avec l'éducation nationale, avec les universités ensuite, des assos. Enfin, pour moi, je te rejoins complètement parce qu'en fait, juste une association a ses engagements, a sa culture et elle a les manières aussi d'agir. Mais ça ne suffit pas. Il faut du financement, il faut aussi du réseau. Parce que même l'argent tout seul aussi ne suffit pas. Il faut, franchement, cette collaboration dont tu parles entre les entreprises et les associations, elle est indispensable, cette collaboration-là, pour que les choses avancent. Et j'ai adoré notre échange. J'aimerais... Vu que du coup, tout à l'heure, tu parlais de jeunes, tu parlais de leur avis sur la diversité, sur l'environnement, parce qu'il y a tous ces sujets aussi à en parler. C'est pour toi, quel est le défi aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être le défi qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans ces thématiques-là? Alors, pour moi, ça va être un défi tout d'abord politique, puisque à l'heure où justement on est un peu effrayé par typiquement le dérèglement climatique, il y a quand même une certaine forme d'éco-anxiété aussi chez les jeunes, il y a un peu une perte d'espoir sur certains sujets. Et parfois on a tendance justement à se replier sur soi-même, à dire oui mais en fait ce que je fais ça sert à rien. Et moi je trouve que c'est pas juste et je pense que ça va être un gros défi à la fois pour les acteurs et les actrices associatives comme toi, les professionnels de la tech aussi. Ça va être aussi en fait de permettre à chacune et chacun de trouver sa place dans nos sociétés. On ne pourra pas effectivement accéder toutes et tous au même job, mais il faut qu'on puisse garantir en fait une égalité des chances vis-à-vis de ça. Pour moi, c'est primordial. Et qu'on soit aussi innovant. Parce que parfois, on a un peu ce truc de dire oui, mais l'engagement sociétal, les assos, c'est un peu old school, un peu vieillot. Mais en fait, pour moi, c'est un peu le cœur de l'innovation. Enfin, on est face à des challenges complexes. Et c'est que aussi avec notre matière grise, avec notre curiosité, qu'on peut finalement proposer des solutions innovantes et qu'on peut travailler tous ensemble sur ces sujets. Et Yeso, typiquement, c'est ça aussi. Donc ouais. Eh tu parles d'actions que les entreprises peuvent mener pour toi au sein de Cégide ou même ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer la diversité? Je pense que les entreprises, elles ont un vrai rôle à jouer. Souvent, quand on va parler de diversité et inclusion en entreprise, il y a certaines personnes qui vont être un peu allergiques à ce mot-là et qui vont dire oui, mais c'est pas un sujet d'entreprise. Mais moi, je suis pas d'accord du tout. C'est tranchant. Mais non, mais je suis pas d'accord du tout avec cette affirmation. En fait, c'est qui on est, c'est nos identités, c'est nos vies. Donc en fait, on n'arrive pas en entreprise comme des robots entièrement lissés, sans aucune différence. C'est pas vrai en fait. Et du coup, nous, typiquement, on peut organiser des temps de sensibilisation. Ça va être par exemple sur les horaires de déjeuner, ça va être aussi des formations pour les managers, ça va être des modules de training sur la diversité et inclusion en ligne. Et ça permet en fait aux personnes qui sont pas forcément habituées de parler de ce type de sujet, de se rendre compte de la réalité de ce que vivent d'autres personnes. Et typiquement, il y a eu des temps forts, des événements
qui nous ont transformés. Moi, à titre personnel, j'ai été hyper touchée et émue l'année dernière quand on a accueilli un danseur de breakdance qui avait perdu la vue dans un accident et qui continuait sa passion pour la danse. Et en fait, son parcours m'a émue, m'a touchée. Et en fait, j'ai pris conscience d'énormément de choses en fait, sur le handicap, sur la résilience, sur le courage. Et en fait, ça a été voilà, quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et je pense qu'en créant aussi des moments d'échange avec des personnes qui ont des parcours différents d'une autre, des histoires personnelles, voilà, parfois qui peuvent être complètement opposées à celles que nous, on a, bah, ça éveille la curiosité, ça permet en fait de prendre un peu de recul et de se mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça vraiment parce que parfois, important. c'est très facile de dire oui, mais il n'y a pas sujet d'inégalité homme-femme, ou il n'y a pas sujet d'inéquité quand tu es noir comme moi et que tu te sens parfois aussi voilà, discriminé. Il n'y a pas de sujet. Bah, en fait, laisse la personne qui le vit le dire réellement. Et j'ai vu les échos aussi que j'ai eu de ces gîtes, c'est que les nouveaux arrivants passent par ce training de diversité aussi, qui est, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas, on le met à leur disposition. Ça vient de ce réseau que vous avez monté, ou c'est depuis toujours? C'est une initiative qui est plus globale que le réseau. En fait, le réseau, il s'intéresse à l'égalité l'égalité des genres. Et la politique diversité et inclusion de Cégide, elle adresse plusieurs sujets. Donc ça va être effectivement l'égalité des genres, ça va être le handicap, ça va être les diversités au sens plus large. Et en fait, nous, on a à cœur que chaque personne qui nous rejoigne sache aussi où elle met les pieds, parce que ça fait partie de notre ADN aussi. Et effectivement, on propose des modules diversité et inclusion obligatoires pour chaque personne qui arrive. Donc ça va être à l'international. Donc qu'on arrive ici à Lyon pour son premier jour, qu'on arrive au Mexique, en Argentine, au Portugal, en Grande-Bretagne, en Allemagne. On va passer par là. Donc on va s'informer, se renseigner sur ces sujets. Ça, j'ai adoré quand je l'ai vu. Franchement, je trouve ça extra, parce que souvent, il y a des personnes qui vont se dire, moi, je ne suis pas concernée. En fait, si tout le monde est concerné, parce que soit tu es concerné parce que tu es de la minorité, soit tu es concerné parce que tu peux être, tu peux faire des actes d'inéquité, en fait. Tout à fait. Et les personnes justement qui peuvent nous aider aussi et qui peuvent prendre le relais en termes de leadership sur ces sujets-là, ça va être les managers. Et typiquement pour les managers, on a des ateliers supplémentaires de 3 heures sur le management inclusif. Et l'ensemble en fait, de la population des managers est formée sur le sujet. Et donc, ça, c'est hyper important. Ça, du coup, je rebondis sur autre chose, sur la mixité dans l'IT, puisque tu parles de manager. Comment ça, tu peux me parler de cette partie-là dans vos équipes IT, vous? Oui. Alors, Cégide, c'est un éditeur de logiciels. On est effectivement dans l'IT. On a un peu plus de femmes dans nos effectifs que dans d'autres entreprises du secteur IT. Mais sur nos postes techniques, effectivement, ça va être encore assez sous-représenté en termes de femmes. Donc, on va être à peu près à un quart de femmes sur nos équipes techniques pures. Donc, ça va être du développement, de la R&D, du cloud. Et là, effectivement, ça pose quand même un souci. C'est pas finalement juste, équitable que les femmes puissent moins accéder à ces postes-là. On sait qu'on n'est pas les seuls concernés. Un peu sur le terrain, c'est ce qu'on voit un peu, d'où du coup nos actions. On sait que les choses se jouent aussi avant, à l'école, dans la famille, dans les études ensuite. Mais la mixité, c'est vraiment le levier en fait de toutes ces activités qu'on mène sur le sujet de l'égalité homme-femme. Et en fait, moi, il y a un challenge
et un questionnement auquel je fais face, c'est de se dire, aujourd'hui, on vit quand même une réelle révolution technologique. Oui, oui. Et en fait, elle ne peut pas se faire sans les femmes, cette révolution. Voilà. Ça va être... voilà, ça sera un problème après, en fait. Ouais, ça va être le cœur de l'économie, le cœur de l'innovation. On ne peut pas se passer des femmes. Et d'ailleurs, on ne peut pas se passer non plus des personnes racisées, des personnes LGBT. Ces métiers touchent tous les métiers, tous les secteurs d'activité, la santé, tout, en fait. Donc, du coup, manque de mixité dans ça, peut-être c'est des gens qui vont mourir un jour parce qu'on n'a pas tenu compte de leurs différences à eux, en fait, tout simplement. Tout à fait. Oui. Et ça, c'est très important, effectivement, d'adresser ce sujet-là. Et finalement, on peut l'adresser dans sa propre famille. On peut se dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mes filles, mes sœurs, mes cousines ou d'autres ne soient pas, on va dire, dégoûtées de l'IT dès l'âge de 6 ans. On peut se dire aussi en tant que prof, responsable politique, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles aujourd'hui sur ce sujet. Et puis en tant que professionnel, s'engager au sein de sa boîte avec des associations. Et voilà, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais si on ne fait rien maintenant, ça va être très compliqué. Oui, et surtout dans l'IT, donc il y a 50% des femmes qui quittent la tech aujourd'hui, qui sont dedans, qui quittent la tech avant 35 ans. Et on sait qu'il y a plein de causes qui font ça, dont le sexisme aussi en entreprise. Tout à l'heure, tu en as parlé. Comment ça se formalise la sensibilisation sur Cégide? Alors sur le sexisme, on va être extrêmement vigilant sur le sujet. Déjà, ça nuit clairement au bien-être, au travail en groupe. Donc c'est impossible qu'on puisse Attends, j'ai problème de diction. C'est ça. Qu'on puisse fermer les yeux. Qu'on puisse fermer les yeux sur ce sujet. Et en fait, ça va être aussi notre rôle de prévenir effectivement le sexisme. Et ça va passer par ce que je te disais, c'est la formation des managers. Ça va être des conférences. L'année dernière, on a organisé par exemple une conférence sur la posture d'allié face au sexisme. Donc là, l'idée, c'est que l'ensemble des personnes, l'ensemble des équipes puissent comprendre les mécanismes, les chiffres clés, les enjeux. Et ensuite, de façon très pratico-pratique, je suis face à un agissement sexiste, à un propos, une blague sexiste, comment je réagis en fait. Et ce qui est super intéressant, c'est que comment on change la culture d'entreprise, c'est déjà en adoptant soi-même, en se questionnant soi-même et surtout en se disant, si par exemple là il y a une remarque sexiste ou une blague sexiste, en fait je ne ris pas à cette blague. Et voilà, et finalement peut-être le silence gêné qui va avoir lieu après va faire comprendre aux personnes de l'équipe que ça n'a pas sa place en fait dans notre entreprise. Et je pense que c'est important. Plus on va dire, prendre la parole sur ce sujet, encore une fois, c'est si on est à l'aise, parce qu'il arrive des fois dans certains contextes, on ne puisse pas répondre à ça, mais quand on est à l'aise de le faire, quand on se sent suffisamment en sécurité pour le faire, le dénoncer en fait, et de façon tranquille, mais le dénoncer quand même, voilà, c'est important. Et c'est là où le rôle des managers aussi est essentiel. C'est poser un cadre et montrer que, par l'exemple, qu'en fait, on ne tolère pas ça. Je suis hyper fière de collaborer avec Cégide et hyper fière aussi que tu me parles de Cégide Gender avec toutes les thématiques que vous abordez déjà et avec lesquelles on va sur lesquelles on va collaborer. Je suis ravie de cet échange. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. Et ravie. Ouais. Et puis, merci à tous. Pensez à vous abonner et puis aller voir l'interview de tous les autres interviews, en fait. Tout à fait. Tout le monde a quelque chose à dire, plein d'inspiration. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci à toi de nous donner aussi l'opportunité de nous exprimer sur ces sujets. Et puis, hâte de voir la suite avec Yeso, du coup. Voilà. Merci à toi. Salut.
Si cet épisode vous a plu, partagez-le, abonnez-vous et surtout rejoignez l'association Yesso. Toutes les infos en description.